Un gars sans histoire avec un grand sourire, voilà comment est décrit par ses proches le malheureux Thomas, 16 ans, tué dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre dernier, en marge d'un bal à Crépol dans la Drôme, poignardé par un groupe de jeunes. Samedi soir, on apprenait que 9 individus, 6 majeurs et 3 mineurs, avaient été mis en examen pour notamment meurtre en bande organisée. Tous interpellés et placés en garde à vue le mardi précédent, tandis qu'un individu majeur s'était rendu de lui-même à la gendarmerie. Depuis ce tragique fait divers, en parallèle du temps judiciaire, celui médiatique et politique, vous connaissez, fait bien plus d'éclat et de bruit, notamment à l'extrême droite, où, comme à chaque fois, la récupération bat son plein pour nourrir un récit, on va le voir, visant à illustrer le fameux grand remplacement et la violence barbare qui l'accompagne. Dans le viseur, les musulmans et musulmanes et tout ce qui s'en rapproche. Samedi, environ 80 militants néo-nazis proches des mouvances et partis d'extrême droite bien connus se sont rassemblés à Romans-sur-Isère, vêtus de noir, cagoulés et armés de barres de fer, entre autres. Ils ont investi un quartier dit populaire de la petite ville, une ratonnade qui visait alors à prendre à partie des personnes racisées sous prétexte d'un hommage rendu au jeune Thomas pour aborder cette actualité et surtout décrypter ce qui l'entoure du traitement médiatique aux conséquences politiques. Nous recevons ce soir Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde antifasciste, et Christophe-Cécile Garnier, journaliste chez Street Press, spécialiste de l'extrême droite, pour l'entretien d'actu. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Et bonsoir Christophe-Cécile. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être venu ce soir. Alors pour commencer, Christophe-Cécile, peux-tu nous résumer en quelques mots, tu as bien suivi tout ça, ce qu'il s'est passé samedi soir? Samedi soir, donc, comme tu l'as dit, il y a une manifestation de 80 militants qui s'apparentait plus à une descente raciste dans le quartier de La Monnaie à Romans-sur-Isère. Et donc voilà, ces manifestants venaient clairement, ont défilé au cri de Islam hors d'Europe, Europe Jeunesse Révolution, qui est donc le slogan des nationalistes révolutionnaires, un peu ceux qui sont les héritiers du néofascisme en France. Et donc voilà, parmi ces militants-là, il y avait un peu un concentré, une interfave comme ils l'appellent, c'est-à-dire énormément de militants d'extrême droite venus de toute la France. Vraiment, il y avait à peu près beaucoup de villes qui étaient représentées. Il y avait des Lyonnais, il y avait des Parisiens, avec la division Martel sur lequel on a déjà fait une enquête et pour lequel j'étais venu en parler ici. Fait, ouais. Il y a des mecs de Nîmes, vraiment un peu toute la France. Il y a même un Italien dans le lot. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Du toute la France, on pourrait dire, mais ça va, c'est pas beaucoup, 80 personnes, non? Non, c'est sûr que c'est rassurant. C'est voilà, oui, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux, enfin tous ceux qui peuvent se balancer les commentaires haineux, c'est moins, mais c'est vrai que c'est quand même une force de frappe qui voulait tabasser des gens. Alors heureusement ça s'est retourné contre eux, parce qu'au final c'est plus le ridicule qui en est sorti quand on voit les vidéos qui ont pu sortir. Et bon, il y en a même un qui s'est fait tabasser et dénuder par plusieurs personnes du quartier. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu une action ratée de leur part finalement. Et parmi les 17 personnes interpellées à ce moment-là, par les quelques 170 agents de force de l'ordre mobilisés, des néo-nazis, membres de groupes violents actifs, comme tu l'as dit, du 4-3 de la France, ma foi. Est-ce qu'on peut dire que la police, cette fois-ci, a pleinement joué son rôle? Raphaël? Je pense que l'État est dans une situation un peu particulière, puisqu'on a un champ politique et médiatique qui est en train de se radicaliser dans un racisme et une acceptation de la violence en politique. Ça, c'est une réalité, ce qu'on observe ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. En tout cas, il y a quand même cette volonté de l'État de se dire qu'il ne faut pas que la violence dépasse le cadre, pour l'instant en tout cas, de l'État, justement, et notamment le racisme qui s'exprime. Et du coup, je pense qu'il y avait une volonté à pas que ça finisse en bain de sang, parce que quand il y a 80 zigotos racistes qui se baladent armés, on rappelle des barres en fer, des battes de baseball et compagnie dans un quartier où il peut y avoir aussi de la réponse, c'est une réalité. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a eu, en partie. De fait, oui, ça aurait pu être une catastrophe. Donc, je pense qu'il y avait une volonté de quand même couper ça. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les personnes, militants d'extrême droite ont été extrêmement déçus de l'action de la police et beaucoup les ont traités de traîtres parce que justement, ils n'avaient pas permis cette descente raciste, notamment Baptiste Marchais, qui lui avant était grand soutien de la police française. Là, il y a eu un peu de somme, comme disent les jeunes, effectivement, autour d'eux. On les a vus dans des vidéos, notamment Gros Lardon, en disant qu'il n'avait pas été soutenu par la police. Et justement, ça peut pas nourrir un petit peu une certaine radicalisation, en disant, parce que on l'a entendu dire, tout le monde, voilà les gars, d'être gentil, même si je sais pas pourquoi ils se disent gentils, ça ne fonctionne pas, il faut nous aussi passer à l'action. Enfin, il y a des mots utilisés un peu dans ce sens-là. Du coup, est-ce que c'est pas inquiétant cela de se dire il faut qu'on aille plus fort, il faut qu'on fasse plus fort? Si, clairement, il y a une radicalisation, encore une fois, qui est sur l'ensemble du champ politique et médiatique. Et de fait, on va le voir. Les milices d'extrême droite déjà existantes, nous on en connaît
à Lyon, hein, évidemment, depuis maintenant plusieurs années, on dénonçait ça en disant attention, ça risque d'arriver sur l'ensemble du territoire, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a une radicalisation, et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, ils n'hésitent plus à mener des actions coup de poing. C'est vrai qu'à Lyon, tu connais pas mal la chose. Et on a entendu aussi des slogans comme Thomas, ni oubli ni pardon, qui fait penser ce slogan, des slogans de gauche, d'extrême gauche dans les manifestations. Il y a clairement une reprise en effet de toute la rhétorique antiraciste. Bien sûr, ça a déjà commencé depuis quelques années avec notamment Éric Zemmour quand il veut imposer son terme francocide. Pour là récupérer la dénomination de féminicide sur tout le travail et tout le côté systémique qui a pu être démontré. Et ils essayent à chaque fois en fait de grappiller, de profiter finalement des luttes menées par les militants de gauche pour après arriver avec des termes un peu déjà tout faits, piqués et voilà, ni oubli ni pardon, on a justice pour Thomas, évidemment qu'il faut qu'il y ait justice pour ce jeune homme, c'est pas ce qu'on dit, mais en fait il y a ce champ sémantique aussi qui viennent piquer parce que c'est plus facile pour eux vu que le travail a déjà été fait par les militants de gauche. Est-ce que ce discours-là, toi qui connais bien quand même ces milieux, mais toi aussi, vous deux, se prend réellement en fait en France dans la mouvance de droite radicale chez les racistes? Est-ce que cette technique-là de ni oubli ni pardon, toute cette technique, cette sémantique-là prend réellement? Ou alors c'est un focus, une déformation des réseaux sociaux? Je pense que c'est un bilan mitigé. Ouais. Bilan mitigé chez eux parce que il est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, le champ politique et médiatique se radicalise et valide un peu tous ces discours-là. Pour autant, dans la population, je pense qu'il y a une déconnexion entre ce que ces gens annoncent et ce qui se passe réellement. Notamment là, l'extrême droite a tenté de nous faire croire que c'était une manifestation spontanée, que ce serait des Français patriotes un peu en colère, etc. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que c'était organisé, des milices nazies qui venaient de toute la France. Il y en a qui viennent de Rouen, il y en a qui viennent d'Angers, il y en a qui viennent de Lyon, de Paris, pour venir mener l'action de coup de poing. C'est absolument pas des locaux qui spontanément sont allés se dire allez hop, on va se taper une ratonnade raciste dans le quartier. Ce qui arrive à Lyon pour le coup, ça arrive à Lyon, ça. À Lyon, malheureusement, ça arrive bien trop fréquemment. Ça arrive à Paris aussi, quand il y a la division Martel qui attaque, qui fait une descente raciste aussi devant le lycée Victor Hugo. Et ça, on n'en a pas du tout parlé pendant des mois parce que l'information n'était pas sortie, quoi. Donc c'est vrai que c'est dans chaque ville, finalement, il y a quand même ce genre d'attaque raciste. Des fois, c'est d'autres attaques. Enfin, c'est pas que des attaques racistes. Il y a à Besançon, il y a 3 des personnes qui ont été interpellées à Romans-sur-Isère. Il y en a 3 qui viennent de Besançon. Et parmi ces 3-là, ces 3 membres des Vandales Bessac qui sont un groupe néo-nazi de Besançon et dont 2 qui ont été interpellés là, Ilan F et Romain J, ont attaqué 2 personnes transgenres cet été à Besançon. Donc il y a aussi, ils attaquent malheureusement pas que les personnes racisées, ils attaquent aussi les personnes LGBT, transgenres, de gauche, vraiment leur scope est très très large, quoi. Bien sûr. Il y a aussi une autre information, c'est-à-dire que c'est le même jour, en marge de cet événement, de cette non-manifestation, parce que le mot est utilisé, on va revenir là-dessus d'ailleurs, c'était une ratonnade de Romans-sur-Isère. 13 personnes, dont 7 fichés S, on le voit à l'écran, comme militants d'extrême droite, ont été prises en flagrant délit à Paris pour des tags de croix gammées. Et c'est France Info qui nous l'apprend, mais selon France Info, bien renseigné, ce ne sont pas des tags antisémites, mais un hommage aux ultras de Romans-sur-Isère. Est-ce que vous avez vu passer ça? Oui. Et ça résume un peu toute la situation politique dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a Malik Bentala qui a fait une parodie récemment. On l'a vu, des millions de vues. Voilà, des millions de vues. Et il dit c'est South Park. Mais je pense en fait on est un peu dans cette situation. Aujourd'hui, il y a des militants d'extrême droite qui font des croix gammées. On ne peut pas, faire plus explicite que ça comme revendication antisémite, comme ils l'ont toujours été par ailleurs. Et aujourd'hui, il y a des médias, malheureusement jusqu'à France Info, qui sont prêts à relayer des théories pour un peu camoufler tout ça. Ça fait peur, quoi. Et encore une fois, dans cette France South Park, il y a un gars qui s'appelle Gros Lardon. Quand même, on a beaucoup rigolé sur Twitter avec ça, mais en fait, on pourrait qu'en rire. Malheureusement, c'est plus grave que seulement en rire. Mais c'est vrai que ça pourrait être une parodie qui dit à des gens, allez-y, on va aller se faire de la rap, quoi. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les messages qui ont été révélés par les jeunes des quartiers populaires quand ils ont pris les téléphones. On voit ne tapez pas de bougnoule encore, quoi, parce qu'il y avait quand même cette idée-là. Attendez les ordres de Gros Lardon, quoi. Donc quels étaient-ils après, une fois que c'était ici donné le go? Ça aurait pu être terrible. Et puis
il y a aussi des choses qu'il dit sur Internet, notamment cette personne qui parle. Il y a une séquence qui a été isolée sur des prises de parole où il se dit en danger, en concurrence sexuelle avec les personnes racisées, les femmes blanches. Vous avez vu ce passage-là? Ouais. Oui. Du coup, c'est un autre. En fait, beaucoup ont associé ce militant à Gros-Lardon parce qu'il y a aussi un peu cette culture Internet. Moi, je me suis fait avoir. Ouais, okay, d'accord, c'est pas grave. Il y a cette culture Internet en fait qui s'approprie. Finalement, cette personne est devenue un mème en fait, et tout le monde avait besoin de mettre. C'est pas nouveau, ça en fait. Oui, cet argument-là de concurrence sexuelle, c'est absolument pas nouveau. Mais du coup, est-ce que ça, vous le prenez pas un peu au sérieux? C'est-à-dire que ces personnes, pas non plus s'appuyer sur leur sort, mais sans doute sont très sérieuses en fait et souffrent de quelque chose. Est-ce que comment on fait face à ça en fait? Ces personnes, pour le coup, je pense, sont hyper sérieuses. Bah oui. C'est-à-dire que les gens qui se sont rendus à Romans-sur-Isère pensent sincèrement qu'ils sont en danger de par leur couleur de peau, de par des résistants. En étant français, etc. Et c'est le pour ça que remplacement, c'est réel systématiquement, on dénonce le fait qu'aujourd'hui, sur des grands médias, notamment ceux de Bolloré, évidemment, mais pas que, sont validés de tels discours. Parce que nous, ce qu'on dit depuis des années maintenant, c'est que tous ces discours-là ont une réalité très concrète sur nos vies. C'est que là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à se faire sauter à la bombe, parce qu'on en retrouve tous les jours maintenant. Oui, où il y a des risques. Il y a une semaine et demie, ce septuagénaire qui a tenté d'égorger un jeune vingtenaire, Mourad, on avait révélé ça sur Street Press, au cri de sale bougnoul, rentrez chez vous. Enfin, on voit aussi, en effet, ce que ça donne quand Marion Maréchal Le Pen parle de on va vers la guerre civile ethnique. En fait, c'est un souhait ou c'est un attention. Enfin, j'ai du mal à voir aussi, quoi. Parce que vraiment, en fait, ce discours-là, derrière, dans leur troupe, finalement, parce qu'il y en a certains, c'est des militants d'Éric Zemmour, ils se disent, allez, c'est bon, on peut aller casser de l'arabe à Romans-sur-Isère, quoi. Et c'est ça pour eux, cette guerre civile ethnique, parce qu'on a parlé du grand remplacement. Ils pensent à une invasion étrangère, et du coup, ils sont dans leur tête, c'est des résistants. Ouais. Bien sûr, je pense qu'il y a aussi, pendant que tu discutes, tu parlais, je repensais aux groupes, vous en avez parlé sur Street Press et ailleurs, les groupes WhatsApp avec la police, les gendarmes, il y a de suprémacistes, etc., qui s'organisent, peut-être que ça existe encore, ces gens n'ont pas disparu, et pensent sincèrement qu'il y a un problème, alors que non, c'est des théories conspirationnistes d'extrême droite, mais bon, on ne va pas refaire ça ce soir. Juste sur la question, parce que quand même, dans les arguments de l'extrême droite, revient beaucoup l'idée du racisme anti-blanc. Reposer certaines bases. Évidemment, le racisme anti-blanc n'existe pas, en tout cas de façon structurelle en France. Il y a juste à prendre, par exemple, ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère ce week-end. Dans la logique, si soi-disant il y avait du racisme anti-blanc, notamment dans les quartiers populaires, et notamment chez les musulmans et chez les arabes en France, de fait, des blancs les ont attaqués, parce qu'ils sont arabes et musulmans. Donc, de fait, des musulmans et des arabes devraient s'organiser et attaquer des blancs dans des quartiers où soi-disant il y aurait des blancs. En fait, on sait que ça n'arrivera pas. Mais ils vont te dire que pas. le meurtre de Thomas ou d'autres personnes, c'est ça, des fameux francocides. Oui, effectivement, ils vont instrumentaliser une rixe sur des trucs racistes, mais fondamentalement, il n'y a pas d'organisation aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation à proprement parler de musulmans ou d'arabes qui viserait à attaquer des blancs. La preuve encore en est avec la suite de ce week-end. Enfin, les personnes qui ont été attaquées ont bien conscience que c'est pas la faute des blancs, c'est la faute de 80 néo-nazis qui viennent foutre le bordel dans le quartier et tenter d'agresser des gens qui n'ont rien demandé. Donc heureusement, on est dans cette situation où la guerre civile justement n'y est pas telle qu'il la voudrait. Il n'y a pas d'opposition comme France-Maroc. Pendant 2-3 semaines, on nous a sermonné, notamment Jordan Bardella, que ça y est, c'est que la guerre civile, les Marocains allaient mettre à feu et à sang le pays, que des gens allaient s'organiser pour attaquer des Français ou des Blancs. En fait, les seules violences qui ont été constatées quand même majoritairement dans le pays, c'est des milices d'extrême droite qui attaquent des Français et des Marocains en train de faire la fête ensemble. C'est ça. C'est à Paris, Marc de Cacré, 3 jours avant, qui envoie un message à toutes ses troupes en disant défendez le drapeau français face aux hordes de Marocains, quoi. Donc voilà, encore une fois, le discours, il se retrouve en fait dans la bouche de ces militants-là pour mobiliser, et on se retrouve avec en effet une quarantaine de personnes racistes qui ont voulu attaquer. Alors là encore, la police, elle a agi, et elle a permis d'éviter ça, même si du coup, c'était en dehors de tout cadre légal, donc ça fait que au procès, ils sont pu partir libres, et ça nourrit aussi ce sentiment d'impunité. Mais voilà aussi, on voit à quel point c'était il y a moins d'un an, France-Maroc. Donc ça arrive de plus en plus rapidement, quoi. Et c'est de moins en moins espacé. Se cumule évidemment. Alors au cœur des réactions sur les réseaux sociaux, pour revenir à ce sujet du coup de ce samedi, se place, et tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, le traitement médiatique de la ratonnade de samedi soir, décrite un peu partout comme une manifestation d'ultra-droite, deux mots qu'on va pouvoir en discuter ensemble maintenant, mais on regarde avant ça un petit extrait de BFM TV. On apprend qu'un de ses militants a été tabassé et gravement blessé. Oui, un homme de 20 ans qui vient d'un autre département que la Drôme, qui visiblement était venu à la manifestation dont on vient de parler, qui a été retrouvé gravement blessé.
Alors, le lexique utilisé sensiblement le même ailleurs, par exemple chez France Info, vous le voyez à l'écran, je cite, mort de Thomas, un membre de l'ultra-droite hospitalisé après avoir été blessé lors de la descente de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère. Alors, de nombreuses personnes ont repris, un certain nombre de médias ont repris eux-mêmes sur Twitter dimanche, hier, demandant d'utiliser les termes d'extrême droite en lieu et place du qualificatif ultra-droite. Christophe Cécile, pourquoi c'est aussi important de faire la distinguo entre ces deux termes? En fait, c'est vrai que, en plus, nous, à Street Press, on n'utilise pas le terme d'ultra-droite parce qu'on estime que c'est un terme qui est issu des renseignements. Alors, le fait que beaucoup de personnes s'en saisissent, ça veut peut-être combler un certain manque pour eux de montrer qu'il y a quelque chose encore plus grave après l'extrême droite. Mais pour nous, en fait, c'est le continuum de la violence de l'extrême droite parlementaire, donc RN, et Reconquête aussi au Sénat, et qui en fait se retrouve aussi dans cette extrême droite extra-parlementaire. Les militants en fait du GUD ou des Zouaves Paris, ils étaient au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte le 5 décembre 2021, et c'était des soutiens d'Éric Zemmour. Donc cette extrême droite, elle se retrouve. C'est pas deux éléments qui sont complètement étanches en fait. Et on parle pas d'ailleurs non plus nous d'ultra gauche. Ça reste en fait aussi les mêmes choses. Si vous voulez, l'extrême droite, c'est un continuum de la violence qui va du RN. Et d'ailleurs, au RN, il y a Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, qui sont d'anciens membres du GUD, qu'aujourd'hui les gens peuvent qualifier d'ultra-droite. Et pour nous, c'est un peu stupide, quoi. Autant utiliser ce terme d'extrême droite. Et Raphaël, de ton côté, toi aussi, tu as critiqué pas mal sur Twitter, tu as réagi, mais c'est pas la première fois, ce traitement médiatique de la ratonnade, cette fois-ci de samedi. Notamment, tu as partagé ce tweet que je cite: pas des néo-nazis qualifiés d'ultra-droite et leur tentative ratée de ratonnade assumée, qualifiée de manifestation médiatiquement et politiquement. Ce pays est au fond du trou et n'a visiblement aucune intention d'en sortir. C'est pas ton tweet, tu l'as partagé, c'est un tweet que tu as tweeté. Alors, selon toi, est-ce que la France serait vraiment au fond du trou et sans volonté d'en sortir? Ou les politiques, ou je ne sais pas. Pourquoi tu as partagé ce tweet? Au fond du trou, je sais pas. Après, c'est des formules un peu bien sûr. Twitter, évidemment. Évidemment qu'on n'est pas encore au fond du trou. La preuve, c'est qu'on peut échanger encore là-dessus. On est bien heureux. Et on n'est pas dans une société fasciste, encore heureusement. En tout cas, on pourrait s'y diriger, évidemment. Et c'est vrai que, pour revenir un peu sur ces événements, les milices d'extrême droite, nous, on y est habitués. Et je néglige pas le problème, puisqu'on les combat au jour le jour, et même des fois physiquement, ces milices d'extrême droite. Mais finalement, le pire dans tout ça, c'est le service après-vente. Pour nous, c'est affreux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des néo-nazis qui s'organisent. On les dénonce au jour le jour. Et lorsqu'ils frappent, il y a des gens, notamment France Info qui avait relayé, qui nous fait un peu du CNews, en disant un manifestant s'est fait. Mais en fait, c'est pas un manifestant. C'est ça. C'est un néo-nazi qui s'est armé volontairement, qui a mené une descente raciste dans un quartier visé. Ouais, ça nous fait flipper. Ça nous fait flipper. Et heureusement qu'il y a les jeunes. Alors évidemment, il y a le travail de Street Press. Il y a nous aussi, avec notre travail en tant que militants et militantes antifascistes, d'aller débusquer ces militants d'extrême droite et de prouver bien ce qu'ils sont. Et heureusement d'ailleurs, il y a ces jeunes qui les ont interpellés, qui ont trouvé des ouvrages du Troisième Reich, qui ont trouvé qui ont démasqué le fait qu'ils étaient nazis sur leur télégramme, etc. Vous avez fait d'ailleurs un résumé de leur profil. Le truc aussi qui me fait un peu flipper sur le climat raciste dans lequel on est, c'est que, vous savez, j'ai presque ce sentiment de me dire, si jamais on n'avait pas débusqué que c'était d'authentiques néo-nazis, peut-être que finalement, juste le fait qu'ils crient Islam hors d'Europe et qu'ils chassent des Arabes, ça aurait presque été secondaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, pour le coup, nous, ça nous fait d'autant plus flipper de se dire aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent mener presque des pogroms, on peut le dire, anti-arabes, anti-musulmans, sans que ça pose vraiment de problème au champ politique et médiatique. Et ça nous fait vraiment flipper. Et c'est sûr qu'il va falloir clairement se renforcer sur tous les points. D'une part, d'un point de vue de notre propre autodéfense. Aujourd'hui, nous, c'est des termes qu'on pose avec la Jeune Garde. Et évidemment aussi, plus généralement, sur le plan politique, intellectuel, etc., il va falloir surtout ne jamais reculer face à leurs offensives. Et justement, sur le plan politique, il y a eu des réactions. On ne pourra pas les voir là, il y a eu un souci technique, mais il y a eu plein de personnes de gauche, notamment Roussel, qui a pu, on l'a entendu tout à l'heure ce matin, dire que l'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute, je le cite, de la guerre civile en Europe et en France. Il y a Bompard pour LFI qui parle de ratonnades qui ont été encouragées par des propos politiques, de dirigeants, etc., insupportables. Il y a aussi, et pas que la gauche arrive évidemment, Éric Ciotti, vous l'avez forcément vu aussi, ne pas vouloir condamner ce qu'il aurait sans doute exigé d'être condamné si ça avait été de l'autre côté ou tout du moins d'autres choses, et qui dit, moi ce qui me choque le plus c'est l'assassinat de Thomas. Il revient à ça. Peut-être que vous avez, y a, en fait, en plus, j'y pense là, qu'on a entendu des gens du RN, pour le coup, eux condamner les violences. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait Jordan Bardella qui a une position où il condamne fermement les actes par rapport à Éric Ciotti, qui fait encore partie théoriquement de la droite républicaine. Ouais. En effet, ça dit quelque chose de l'inversion de la
la respectabilité Ouais. voulue du RN qui est en train d'arriver grâce aux forces de droite qui ont complètement perdu leur boussole républicaine. Mais moi, ça me fait penser à quand on se moquait pas, mais on critiquait les États-Unis et Donald Trump quand il voulait pas condamner les événements à Charleston, où il disait on renvoie les deux dos à dos. On est aussi en plein dedans à notre échelle, quoi. Donc c'est ça qui est assez terrible. Et avant l'émission, il y a Olivier Véran, je ne sais pas si vous l'avez pu le voir, c'était il y a 2 heures à peine, qui s'est exprimé. Alors, il a notamment tweeté, je le cite, « Ce qui a coûté la vie à Thomas à Crépol, ce n'est ni un fait divers, ni une rixe. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société. Vous n'en pouvez plus de ces bandes violentes, nous non plus. » Voilà ce qu'il a tweeté. Il promet des réactions et des conséquences fortes de la part des autorités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, ça en dit long, encore une fois, sur cette radicalisation du champ politique et médiatique. Et Véran fait théoriquement partie de l'aile gauche de la Macronie. Oui. Bien sûr. Disons le plus engagé contre l'extrême droite. Ça en dit long. Pareil, Darmanin qui ne cite pas l'extrême droite, encore une fois, dans ses déclarations sur les événements, il parle juste des violents. Bon, il ne cite pas l'extrême droite, il y a systématiquement cette volonté de ne pas les citer. Moi, je pense qu'il y a eu un tournant, parce que c'est une dynamique bien plus large, finalement, ce tournant politique qu'on est en train de vivre. Mais il y a eu un tournant sur la question des violences de l'extrême droite, c'est Martine Aramburu. Le fait qu'un rugbyman international, c'est terrible, mais c'est quand même une personnalité, se fait assassiner en plein Paris. Balle par balle quand même, en plein Paris. 3 semaines avant le premier tour des élections politiques, donc en pleine ébullition politique. Où normalement, par des membres du GUD, donc des proches de Le Pen et du RN, etc. Rien passé, aucune déclaration. Et là, on s'est dit, waouh, même vis-à-vis du pire, en fait, ça y est, ils sont sur une autoroute, là, effectivement, du tout pour l'extrême droite, entre guillemets. Et ouais, effectivement, ça fait froid dans le dos. Et juste, pour revenir sur les propos d'Éric Ciotti, ça nous montre encore une fois que, avec la confusion, avec tout ce qu'ils sont en train d'amener, le cordon sanitaire, il est en train de péter. Ils sont en train de tout péter. Et avant, c'est pas qu'ils pensaient pas moins tous les trucs racistes qu'ils ont dans la tête. C'est juste qu'avant, pour exister politiquement, ils étaient obligés de condamner notamment les violences, notamment de la part des nazis. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plus un problème pour exister politiquement dans ce pays. On a entendu aussi Bompard et Roussel réagir. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous faites partie des gens qui critiquent cette gauche, qui ne serait pas à la hauteur, qui face à l'extrême droite? Votre avis sur il y a un combat qui a mené que les forces de gauche tentent de mener, mais qu'il faut mener de façon beaucoup plus sérieuse, intense. Il faut aller à un moment. Je sais qu'au tout début à la fin de l'année scolaire, là, en juin, il y avait la France Insoumise qui a annoncé un projet d'aller dans les villes où l'extrême droite est présente, de mener le combat sur le terrain. Oui, je pense que ce projet-là, il faut y aller. Ils achètent des locaux là où il y a ça, mais pas que la France Insoumise. Il faut que les vérifs. Marine Tondelier a fait ça pendant très longtemps. Hénin Beaumont. Elle sait que ce combat-là, faut le mener. Le Parti communiste français, malgré tout, qui est encore la marque, si je puis dire, un parti communiste est encore très connu et respecté dans les campagnes. Faut y aller. Le PS, faut y aller. Enfin, je veux dire, à un moment. Qu'il y a un souci avec le côté identitaire, le PCF parfois, la machine tout du moins. Mais bon, peu importe. Oui, bien sûr, ils font quand même le taf. Je veux dire, à un moment, il va falloir faire ce taf beaucoup plus sérieusement. Il va falloir. Le RN aujourd'hui, il a eu la séquence de la réforme des retraites où ils ont absolument rien dit. Ils en sont sortis absolument sans dommage. C'est pas normal. Faut réussir à pointer en fait tous les problèmes que pourrait amener une Marine Le Pen ou pire encore un Éric Zemmour au pouvoir. Mais je dis pire encore, mais en fait les deux seraient pires. Donc voilà. Bien sûr. Ma dernière question, c'est celle-là en fait, parce que là on pourra pas bien sûr parler de tout ce soir. C'est très compliqué. Bien sûr, on a vu, il n'y a pas que ça qui s'est passé ces derniers jours en fait. Il y a eu bien sûr cet événement, mais on a pu voir des groupes néo-nazis sortir en ratonnade à Rennes aussi. Vous l'avez suivi. Il y a des appels à Lyon et à Grenoble ce soir. Alors on va suivre. Peut-être que les choses vont se passer. Tu vas sans doute suivre encore plus que nous, mais aussi d'autres exemples en France réguliers. Alors bien sûr pas qu'à Lyon, à Paris. Vous souvenez-vous en mai cette manifestation non interdite de personnes d'extrême droite par les autorités. Il y a eu une agression d'ailleurs à ce moment-là. À ce moment-là, il s'est fait agresser. Donc voilà, et puis peu importe, même si c'était pas le fait. Enfin pour moi, je vois ça sous mes têtes, c'était une agression. Enfin je sais pas si c'était un des arguments du préfet de Paris de dire il y a pas de problème. Du coup, on ne peut pas agresser. On verra l'année prochaine parce que cette agression elle a été révélée via Mediapart d'abord et puis confirmée par, et puis c'est une marche annuelle. Et à l'échelle européenne, les événements de Dublin. Il y a ces derniers jours, il y a aussi l'arrivée au pouvoir en fait sur le côté politique des extrêmes droites aux Pays-Bas, mais aussi l'Italie, ça fait un moment, la Pologne, tout ça, et en Argentine avec Milei, etc. Et puis aussi cette dérive, on l'a vu avec le macronisme aussi. Pas Macron lui-même, il laisse faire ce sale travail peut-être par d'autres, il est bien conscient de ce qui se passe. Sans doute, il est quand même à la tête de ce mouvement qui. Là, il le fait moins, mais entre 2017 et 2022, il a fait ce qu'il fallait, en appelant Éric Zemmour, tout à fait, en bien faisant sûr. la une pour Valeurs Actuelles. Enfin, je veux dire, il a participé.
Alors, c'était ma dernière question, du coup, comment on fait en France, aujourd'hui, les Français, les Françaises qui nous regardent, qui vous regardent, vous deux, experts de l'extrême droite, pour faire face à l'extrême droite, notamment face au RN, qui marquent des points, c'est-à-dire qu'ils sont respectables, ils vont même jusqu'à devenir les partenaires des Juifs, alors que ce parti est fondé par des nazis et des personnes, enfin, tout du moins originaires de ces mouvements-là, et antisémites. Comment on fait? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous regardent ce soir? Bon, évidemment, il n'y a pas de recette exacte sur comment lutter contre l'extrême droite. Moi, déjà, j'aimerais apporter un peu un message d'espoir, parce que c'est vrai qu'on allume notre télé, c'est une horreur. Il y a un champ politique, encore une fois, politique et médiatique qui se radicalise, mais finalement qui est, pour moi, déconnecté aujourd'hui de la population, et notamment de sa jeunesse. Je pense notamment Darmanin qui s'est ridiculisé sur Karim Benzema. Ils se sont ridiculisés sur le truc du tacos, là, quand même, Chamas tacos, Hamas tacos. En vrai, nous, les jeunes, je sais, dans la jeunesse, on rigole de tout ça finalement. Maintenant, l'enjeu, ça va être de comment réussir à mobiliser chez nous, justement dans la jeunesse, dans nos quartiers, dans nos entreprises, partout, sur nos lieux d'études, parce que finalement, on est bien plus nombreux et nombreuses qu'eux. Reste qu'à seulement s'organiser et construire une alternative. C'est ça l'enjeu de la période. Nous, on milite aussi au quotidien pour créer l'unité partout. On parlait de Roussel tout à l'heure, du Parti communiste. Roussel, quelque part, m'intéresse peu. On s'en fiche, nous, un peu des dirigeants politiques, on est des militants et militantes de terrain, on sait ce que c'est que de vivre les violences de l'extrême droite, nous on est pour construire des liens de partout, avec les jeunesses communistes, avec la France insoumise, avec les écologistes, peu importe, avec des associations, construire des liens partout, et construire évidemment la question de notre propre défense. C'est des choses qui vont de plus en plus se poser. S'il y a des gens qui pensaient aujourd'hui que l'État viendrait nous sauver le derche face aux violences de l'extrême droite, c'est faux. Même un maire de centre droit, je pense au maire de Saint-Brévin, qui se fait cramer sa baraque, cramer ses voitures, aucune aide de l'État, rien. Le gars, c'est pas un islamo-gauchiste, je sais pas quoi. Hein. C'est un maire de centre droit. Il se fait brûler sa maison, brûler sa voiture parce qu'il veut accueillir quelques migrants dans sa commune. Voilà ce qui se passe. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi s'organiser pour se défendre, comme les jeunes l'ont fait par ailleurs à Romans-sur-Isère samedi soir. Et moi, le message que je veux avoir, c'est que les gens, il faut qu'ils soutiennent aussi les médias indépendants qui permettent, justement, on parlait du discours médiatique et politique, nous, on peut essayer aussi d'influer. Alors, il faut soutenir le média, il faut soutenir du coup Street Press, je vais prêcher pour ma paroisse. Je l'aurais dit d'ailleurs au passage. Il faut le dire. Nous, on est en campagne et on veut... dans notre campagne, à récolter 100 000 € pour la consacrer à la plus grosse enquête participative sur l'extrême droite. Ça finit le 8 décembre, donc voilà, aidez-nous avec des dons en fait, mais aussi à partager nos infos. Tout ça peut nous aider aussi et à influer sur ce traitement médiatique et le changer, comme là à Romans-sur-Isère, on a pu le changer. C'est intéressant le dernier mot, influer, parce que du coup, si, je vais réagir une dernière fois avant de te libérer, et toi aussi, si les médias, comme tu dis, ne sont pas la voix du pays réellement, le risque, c'est qu'ils le deviennent par influence, non? C'est ça. C'est pour ça que tu dis qu'il faut soutenir les médias indés, etc. Oui, il y a un risque. Le matraquage médiatique à un moment, on peut se dire que voilà, c'est la pensée dominante dans le pays, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Sur le terrain, les gens, ils sont prêts à accueillir des migrants. On parlait du maire de Saint-Brévin qui est pas un islamo-gauchiste. Ça arrive, et je veux dire, il faut soutenir aussi ces personnes-là, ces initiatives-là de tous les côtés, quoi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait cet échange ce soir. Voilà, on vous recevra sans doute plus tard pour d'autres actualités, puisqu'on n'a pas terminé, la bataille est longue évidemment, et l'actualité nous le démontre à chaque fois. Raphaël Arnaud, je rappelle que tu es porte-parole de la jeune garde antifasciste et lyonnais de renom, et toi, Christophe Cécile Garnier, tu es journaliste chez Street Press. À bientôt, à tous les deux.